Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien! À table! J'arrive! Bonjour Louisa, comment ça va? Bonjour, très bien, et toi, Martha? J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le podcast À table, un podcast qui est mis en place par l'association My Créo Academy, que j'ai le plaisir de cofonder avec un ami qui s'appelle Mohamed Adou. Grand plaisir de recevoir Malou. Louisa, tu connais comment ça se passe pour le podcast À table, ou il faut que je t'explique un petit peu comment ça va se passer, cette petite histoire de À table? Je veux bien que tu fasses un petit rappel de comment ça va se passer. Top. Ben écoute, À table, c'est très simple. On a souhaité lancer ce podcast pour mettre en avant les parcours inspirants de la food. Alors, comme son nom l'indique, on va avoir un menu de restaurant avec une entrée, ton parcours, ton histoire, comment on est arrivé à créer Malou. Tu vas nous expliquer d'abord c'est quoi Malou, cette solution digitale qui accompagne les restaurateurs dans leur e-réputation. Comment tout ça a commencé. Enfin, on va rentrer dans le vif du sujet. T'en es où avec cette agence? Elle est présente en France, sur le segment de la restauration. Et tu vas nous dire un petit peu comment ça s'organise au quotidien, les réalités. Enfin, on va un petit peu voir c'est quoi les ambitions de Louisa Hassen derrière cette cofondatrice de Malou dans les perspectives. Et pour finir, on paye l'addition. Et comme on paye l'addition à table, tu l'as compris, c'est par des conseils à celles et ceux qui entreprennent. Est-ce que ça te va comme menu? C'est parfait. Allez, top, sans plus attendre. Louisa, avant de commencer par ton parcours, tu peux nous expliquer brièvement c'est quoi Malou? Ouais. Donc Malou, on est une société qui aide les restaurants à améliorer leur visibilité en ligne pour acquérir plus de clients et à bien suivre la satisfaction de leurs clients pour pouvoir toujours corriger les opérations et être sûr d'avoir des clients les plus satisfaits possibles. C'est les fameux avis Google que l'on voit, c'est les avis sur TripAdvisor qu'on gère une fois de temps en temps avec des photos que les clients ils te mettent, que tu subis plus que tu ne prends l'initiative de le faire. Malou, ça fait en sorte de maîtriser tout ça? Ouais, entre autres. En gros, nous, on a 3 gros piliers sur lesquels on va travailler. Le premier, c'est le référencement local. Okay. Comment est-ce que tu fais pour que ton restaurant y ressorte en haut de manière organique sur les bons mots-clés? Ensuite, très lié à ça, il y a la partie e-réputation. Comment tu génères une quantité suffisante d'avis clients et comment est-ce que tu réponds, tu les analyses et tu les traites. Et le troisième volet, c'est la partie réseaux sociaux. Comment est-ce que tu pilotes ta visibilité sur les réseaux sociaux que sont Instagram, Facebook, TikTok ou Mapster. Top. C'est une belle application qui accompagne les restaurateurs dans leur développement, dans leur e-réputation. Mais derrière tout cela se cache une femme, ouais. Louisa Hassen. Louisa, toi, tu viens d'où? Comment tu as commencé en fait à être passionnée par l'entrepreneuriat? Tu as grandi où? La fameuse phrase que tu connais chez nous, wesh, ça vient d'où? Louisa, c'est un prénom kabyle déjà. Donc, moi, je suis d'origine kabyle, je suis franco-algérienne. J'ai grandi entre Paris et Alger. Donc, j'ai vraiment fait la navette toute mon enfance entre Alger et Paris. Mes parents sont algériens aussi. Les deux sont entrepreneurs. Donc, j'ai un biais, je ne sais pas si c'est un biais familial, mais en tout cas, j'ai pas mal été encouragée plus jeune à monter des projets. Et j'ai fait mes études en France. Donc, je suis montée, j'ai fait mon lycée à Alger. Ensuite, j'ai fait mes études en... Ah ouais, c'est vraiment ping-pong entre une scolarité entre Alger et Paris. Exactement. Donc, j'ai fait une école de commerce en région parisienne. Et ensuite, j'ai failli monter une boîte avec des amis. Finalement, on ne l'a pas montée, on a décidé de rester amis plutôt. Je suis allée ensuite aux États-Unis pour un premier job, et suite auquel je suis rentrée, j'ai bossé avec mes 2 parents, et ensuite j'ai lancé Malou. Tu disais, en fait, cette expérience à l'international, notamment à New York, t'as appris quoi, en fait, dans le business? Plein de choses. C'est vraiment, les US, moi je dis que c'est la ligue des champions du business, littéralement. Et en fait, il n'y a pas de limite. Et déjà, la taille de marché, les mentalités, dès que quelqu'un comprend qu'il y a un ROI, il fonce. Il ne va pas challenger pendant trop longtemps. Donc ça m'a ouvert pas mal l'esprit sur le côté business et surtout sur le côté restauration. Parce que c'est pendant un stage à New York, que j'ai commencé à avoir l'intuition de Malou. Parce que je passais tout mon temps à chercher des restaurants en ligne sur mon téléphone. J'utilisais beaucoup Yelp à l'époque et Google. Et quand je suis rentrée en France, je me suis rendu compte que je faisais la même chose. Je cherchais des restaurants sur mon téléphone. Mais qu'ensuite, quand je demandais aux restaurateurs s'ils savaient d'où venaient les gens qui étaient attablés chez eux, ils n'étaient pas capables de répondre. Ils pouvaient reconnaître une table de La Fourchette, une table d'habitués, mais pas plus. Et donc, tu as cette intuition en posant ces questions, finalement, par itération, tu poses, tu fais ta micro-étude de marché, tu dis il y a quelque chose. Quand est-ce que cette idée de il y a quelque chose, elle se transforme dans ta tête en un business? C'était courant 2017. Ouais.
Je me rends compte que les gens qui viennent manger dans les restaurants, ils ont forcément fait une recherche en ligne, je le vois avec les stats, et les restos ne maîtrisent pas ce qui a rempli leur restaurant. Donc, je me suis formée au départ pour savoir qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'utilisateur, tu vas rechercher et choisir un restaurant plutôt qu'un autre. Je me formais, j'ai fait un blog dans lequel je partageais tous mes apprentissages. Grâce à ce blog, j'ai pu partager des conseils très pratiques. Et grâce à ce blog, j'ai pu aussi signer mes 2 premiers clients. Parce que je leur disais, en fait, je fais un blog, je vais vous interviewer, je vais faire des analyses. En même temps, je faisais un diagnostic de leur état de visibilité en ligne. Et comme ça, j'ai pu les signer. Et ça, c'est assez important parce que moi, quand j'ai fait une école de commerce, ma dernière année, c'était un master entrepreneur. On avait passé l'année à faire des decks, des BP, des pitchs, des blablabla, sans jamais rien vendre. Et ça m'a un petit peu heurté. La théorie plus que la pratique, finalement, dans l'entrepreneuriat. Exactement. Et en fait, il faut vendre. Une boîte, à la fin, ça doit faire du chiffre. Et c'est pas que de lever des fonds. Non, c'est un moyen de lever des fonds et c'est vraiment pas une finalité. Et parfois, on a pu le perdre de vue. Et donc, j'ai eu mes premiers clients. Ils m'ont payé en chèque parce que j'avais pas de société, je pouvais rien encaisser. Et ensuite, quand j'ai pu prouver que, 1, je pouvais créer de la valeur pour les restos, 2, qu'ils étaient prêts à payer pour cette valeur, là, j'ai créé la société. Ok, et tu y vas seul ou tu embarques du monde avec toi? Parce que les 2 premiers potes là, que tu avais, là, tu disais non, je vais les garder. Ouais. Et donc la deuxième fois que tu décides d'entreprendre, tu le fais comment? Au début, je commence seule. Ok. Je commence seule, je prends rapidement 2 stagiaires, des freelances avec moi, première année. Et on fait de l'agence de marketing digital pour les restaurants. Ok, donc de ce blog, tu le transformes finalement en structuration d'une agence digitale pour aller accompagner les restaurateurs. Exactement. Et le blog, il avait plusieurs intérêts. Le premier, c'était que je passais quand même beaucoup de temps à créer du contenu de qualité. Donc, c'était un super moyen pour aller démarcher des gens grâce au contenu que j'avais fait. Et le deuxième, c'est que comme je faisais bien mon travail sur la partie contenu, j'avais un super bon référencement local. Okay. Et donc, c'était au début mon principal commercial, c'était mon blog. Et donc, cette première année, donc on fait à peu près 115 000 € de chiffre d'affaires, moi et mes petits juniors, sur de l'abonnement en marketing digital. Et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose. En bricolant un peu de manière artisanale, on arrive à un montant d'affaires qui n'est pas... Tu avais été formé aux éléments de e-réputation, du référencement, du SEO, tous ces jeux-là? Tu as appris sur le tas, non, en fait? Franchement, j'ai appris sur le tas. Et même la vente, j'ai appris sur le tas. Okay. Je pense qu'en école de commerce, j'ai pas appris beaucoup de... Je ne vais pas être content si vous m'entendez, mais j'ai pas appris beaucoup de hard skills. J'ai appris en fait à me débrouiller, à apprendre à bidouiller, à être débrouillarde, mais pas de vrais hard skills. Donc le référencement local, la e-réputation, les réseaux sociaux et la vente, c'est des choses que j'ai apprises sur le tas. Ok. Et on y revient. Donc, cette première initiative avec ceux que tu as embarqués dans cette aventure, plus de 100 000 € de chiffre d'affaires la première année. Tu te dis, tiens, là, il y a peut-être une idée d'un concept, d'un projet. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que dans toutes les tâches de mes équipes, il y a beaucoup... Enfin, mes équipes, c'était 2 personnes et demie, mais toutes les tâches de... Je pense que tu parles peut-être des petits bonhommes dans ta tête. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui étaient très répétitives. Et du coup, il y avait un play d'automatisation à mettre en place. Ouais. Sauf que moi, c'est pas mon truc, la partie automatisation. Donc, je vais voir mon meilleur pote, avec qui j'étais en prépa il y a 15 ans maintenant. Il s'appelle Wad. Et il suivait Malou, évidemment, parce que dès qu'on se voyait, je vais parler de Malou. Ouais. Et lui, il est ingénieur. Okay. Donc, à un moment, je vais le voir et je lui dis, bon, Wad, je sens qu'il y a un potentiel, mais c'est sûr qu'il faut mettre en place des process, des automatisations. Moi, je suis pas la bonne personne pour ça. Est-ce que tu veux venir? Un repas, il me dit, OK, go. Donc, il quitte son job, il me rejoint. Ah ouais? Très rapide, ouais. Ah ouais, non, toi, faut pas manger avec toi en réalité. Je suis bonne sales. Okay. Non, mais il me connaissait, il suivait et lui aussi, il voulait se lancer. C'est une aventure incroyable, vas-y, tu vas voir, on va y arriver. Ok, ah ouais, go. Je démissionne. Exactement. Ouais. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que la deuxième année, c'était, moi, je l'appelais Mister Process. Okay. Il est arrivé. D'ailleurs, il faisait d'abord le travail manuellement qu'on faisait pour nos clients. Le premier client qu'il a géré, c'est Melt. Je sais pas si tu connais, c'est des barbecues texans qui marchent très bien. Ouais. Et du coup, j'ai répondu à la mano aux avis clients de Melt, faisais les posts Google. Je rappelle en fait qu'il va un petit peu mieux référencer pour la fiche Google, répondre aux avis, peut-être aller mettre les informations promo sur les différents canaux, donc tout ça manuellement. Ouais, exactement. Mais ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou, exactement. Et c'est des choses qui se répètent et que tu peux automatiser. Ouais. Et donc, Wad, au début, ce qu'il fait, c'est qu'il met en place des process. Okay. Je vais te donner un exemple. Nous, ce qu'on faisait, tous les mois, nos clients, on leur faisait un bilan chiffré des performances. Ok. Le bilan, c'était des slides, ça pouvait prendre jusqu'à une demi-journée par personne. C'était beaucoup trop. D'arriver. Rendre compte du budget pour pas que le client me dise mais je vois pas ce que vous avez apporté comme valeur. C'est quoi le ROI exactement. Et donc, regardez les chiffres. Voilà, le nombre de clics sur réservation, c'était ça avant Malou, c'était ça après Malou, etc. Okay. Et ça, c'était des slides un peu longues. Ça pouvait prendre jusqu'à une demi-journée aux juniors. Dépassé, c'était 20 minutes.
Parce qu'en fait, il y avait des espèces d'Excel, de scrappers, de machin, qui prenaient des informations partout, qui mettaient tout dans des bonnes slides et c'était fini. Super. Donc pas mal de choses comme ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a doublé. Et ça, c'était avant ChatGPT, l'IA et tout ça, quoi. Mais Wad, il était data scientist. Donc il a une vraie... c'est un vrai geek. Des workflows, des outils qu'on peut utiliser. Exactement. Super. Ouais. Et du coup, l'année 2, ce qu'on fait, c'est qu'on triple le chiffre d'affaires et on double la productivité. C'est-à-dire qu'une personne, un stagiaire à l'époque, c'est quand même beaucoup des stagiaires, pouvait gérer 2 fois plus de restos avec le même niveau de qualité. Parce que la plupart des choses qui prenaient du temps étaient automatisées. Finalement, les indicateurs en 2019 sont au vert. Super, ouais. Et là, tu te dis, je tiens à quelque chose de cohérent. Ouais. J'ai une équipe qui se structure. Je crée de la valeur. Ouais. J'augmente le nombre de clients. Je réduis la productivité. Les marges sont là. Je suis en fait, rentable. Tous les voyants sont au vert. Ouais, c'est magnifique. Là, c'est bon. On continue. Et en fait, il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était trop beau pour être vrai. Exactement. Mais déjà, on commence à avoir l'intuition de l'agence. En fait, on était très rentable. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de stagiaires dans l'équipe. Okay. Et en fait, si on voulait faire une agence qui avait un business model vraiment sain, il fallait qu'on double, voire qu'on triple nos prix. Ouais. La réalité, c'est que les restos indépendants qui peuvent payer 3 000 € par mois pour du marketing digital, aujourd'hui, c'est assez limité comme marché. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Et donc, on s'est dit, on avait une ambition de faire une grosse boîte internationale. Et donc, on s'est dit, en fait, si on veut faire une grosse agence, le marché va être quand même limité. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à se dire, OK, peut-être qu'on va commencer à créer une solution, un logiciel, qu'on va mettre dans les mains des restaurateurs pour pouvoir réduire les prix et augmenter la taille de notre marché adressable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On débauche un 3e copain, Victor, un ingé lui aussi, c'était un ancien collègue de Wad. On me dit, viens avec nous, tu vas construire la solution. Encore une fois, un déjeuner. Est-ce que j'ai déjeuné? C'était un goûter, mais ouais, pas loin. Attention, les pareil, amis, Victor, ne prenez vraiment pas de déjeuner avec lui. Je t'en prie. Et du coup, Victor, il nous rejoint fin 2019. Okay. Et donc, on se dit, on va continuer à faire grossir l'agence, on va commencer à construire la solution, etc. Et là, Covid. 2-3 mois après. Et là, gros coup sur le d'arrêt. moral ou pas? Non, mais tu peux nous le dire. Non, mais je me rappelle, là, j'étais assise sur le canapé de mes parents, et là, le discours... Mes chers compatriotes, et en fait, nous sommes en guerre. Et là, tout le monde est au supermarché. Le lendemain matin, les restaurants sont fermés. Catastrophe. Plus de personnes en centre co. Et finalement, c'est limite, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et toi, comment tu réagis? Mais moi, déjà, le moment de l'annonce, on ne m'a jamais frappé. Mais là, j'avais l'impression d'avoir pris un coup de poing dans la tronche. Mais vraiment, je suis restée stonnée, je me souviens quelques minutes. À l'annonce de la fermeture des restos ou le lundi lors du discours? Parce qu'en fait, non, à l'annonce des restos, moi je pensais à mon business. L'annonce des restos, ça m'a mis KO tout de suite. Je me rappelle, c'était samedi 22h, l'annonce de fermeture de tous les restaurants recevant du public, etc. Catastrophe. Samedi. Exactement. Et donc là, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, plusieurs choses. Parce que toi, en fait, 100% de ta clientèle. Que de la resto. Depuis le début, je fais que de la resto. Rapide ou sur place? Les deux. Tu saurais me dire pourcentage? Alors, au début, c'était plus sur place. Et là, maintenant, on a fait un pivot stratégique il y a presque 1 an maintenant. Non, mais disons à cette période-là. À cette époque. 60-40? C'était même 80 sur place, 20. Donc, tu vas être impacté. Ah, mais oui. Tu vas être impacté. Sûr. Vas-y. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, il y a quand même de la livraison. Personne ne m'a frappé, mais ce jour-là, j'ai pris un coup. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, on mobilise les équipes. J'ai fait des erreurs à l'époque. Première erreur que j'ai faite, c'est que je me suis dit, OK, il faut qu'on passe cette crise. J'ai mis tout le monde en chômage partiel. Je me suis dit, OK, je vais gérer moi. Moi, mon associé, on va travailler à fond. On avait, je pense, 2 stagiaires, parce qu'on avait des CDI à l'époque, on avait un peu structuré. Et je me suis dit, OK, tout le monde chômage partiel. C'était une grosse erreur. Parce que du coup, j'ai pris sur mes épaules beaucoup plus que ce que je pouvais, alors même que je travaillais déjà beaucoup. C'était une erreur que j'ai faite. Et donc, je me suis dit, en fait, on va stopper les prélèvements normaux de nos clients qui sont complètement fermés. Et on va aider ceux qui font de la livraison. Donc, j'ai quand même maintenu je bossais avec quelques otakos, par exemple, des franchisés. C'était peut-être plutôt 60-40 en fait. J'avais quand même pas mal de franchisés, des Italiens, des choses comme ça. Et du coup, eux, on les aide sur la partie livraison. Donc, on revoit un peu le modèle. Comment est-ce qu'en fait, tu deviens performant en livraison? Mais est-ce que tu sens qu'il y a un phénomène qui se passe, que la street food, par la livraison, les plateformes, elles continuent, elles, en fait, dans cette elles prennent même de la Elles prennent de la puissance, tandis que les restaurateurs, on est là à gérer la crise, comment faire avec les loyers, les assurances, les gens. Et finalement, en fait, il y a 2 chemins qui se dessinent. Il y a 2 chemins, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de restos à table qui se sont mis à faire de la livraison. C'est le seul moyen d'exister. Donc, en fait, moi, j'ai bossé avec plusieurs types de restos sur comment on les aide à être plus performants en livraison. Mais toi, ça se traduit par chute de l'activité en termes de réalisation de prestats, ou non, au contraire, il faut faire face et il faut y aller? On a fait sur l'année 2020, oui. On a fait, je pense, 10% de croissance.
Ah ouais. Donc, c'était pas terrible par rapport à ce qu'on faisait avant, mais on a quand même limité la casse. Bah, déjà, t'as pas fait moins 50%. Exactement. Ouais. C'est ça. Donc, on a limité la casse. Et donc, moi, on a fait plusieurs choses. Un, on s'est mis à accompagner nos restos qui restaient ouverts à faire de la livraison. Ok. 2, on s'est mis à signer des restos qui bossaient pas encore avec Malou pour les accompagner sur la partie livraison. Parce que là, ce qui s'est passé avec Covid, c'est que même les gens... En fait, il y a eu un avant et un après Covid. Oui. Avant Covid, je devais expliquer en rendez-vous pourquoi c'était important le marketing digital. Pendant et après Covid, c'était pas pourquoi c'était important, c'était comment on le fait. Donc, on a pu quand même signer de nouveaux la prise restos. De conscience du digital, que le restaurant n'est pas simplement un lien avec un « je suis venu, j'ai goûté, c'était bon ». Et toi, tu sens en fait finalement un changement de paradigme. Complètement. Donc, on aide nos clients qui font de la livraison, on signe de nouveaux clients qui veulent se déployer en livraison. Et troisième chose, moi, ce que je faisais beaucoup, c'était des webinaires. Et en fait, pendant Covid, c'est là où on a pris quand même pas mal de notoriété. J'animais très souvent toutes les 2 semaines, je sais plus, je faisais des webinaires sur comment on communique en temps de crise, comment on lance une commande importée, bref, pas mal de choses qui aidaient Covid. Et donc, on a pris une grosse notoriété. Tu démocratises un petit peu ton savoir-faire et tu fais de la pédagogie pour aller éduquer en fait une clientèle qui te connaissait pas. Exactement. Et finalement, cette notoriété sur la création de contenu finalement, au-delà du blog, parce que tu es aussi toujours avec cette volonté, bah là, ça prend. Exactement. Et quatrième chose, qui est très liée au webinaire, je me mets à construire et à vendre des programmes de formation. Comme il y avait le FS, j'ai oublié les chiffres, mais il y avait des budgets formation. FNE. FNE. Ouais. On en a fait plein. Une bonne partie de mon chiffre d'affaires, peut-être un tiers de mon chiffre d'affaires, un quart, c'est de la formation grâce au FNE. Donc, un tiers de la structure Malou, tu pivotes. Ouais. Tu pivotes, l'activité première, je réduis, je regarde les besoin d'accompagnement, besoin en fait de transfert de savoir-faire, formation. Et quand est-ce que Victor, parce que là on l'a entendu au début, mais il prend son rôle de dire hey, les gars, là il y a un truc, il faut y aller, parce que moi pour le coup il avait structuré le process, on avait les workflows. Faut peut-être que Victor y vienne, quoi. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je faisais rentrer le business et je gérais les clients. Et Wad et Victor, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont profité de ce temps. C'était unique dans l'histoire que les restaurateurs aient du temps. Et donc, ils ont passé ce temps avec leurs petites attestations pour sortir, pour aller rencontrer des restaurateurs, comprendre leurs besoins et co-construire le produit avec eux. Ah ouais. Bon, les gars, vu que vous êtes fermés, on va faire le cahier des charges, en fait. Presque. Non, mais c'était ça. Et du coup, on a pu construire la solution pendant profiter de Covid. Eux, ils passaient du temps avec les restaurateurs pour co-construire la solution. Moi, quand je faisais des formations et des webinaires, je leur faisais aussi des questionnaires pour comprendre où est-ce qu'ils aimeraient bien, qu'est-ce qui était important pour eux, sur quoi ils seraient prêts à payer. Et comme ça, on a pu commencer fin 2020. On avait notre première version de la solution Malou. On a le côté des charges fonctionnelles en auditant en fait les utilisateurs. Et toi, en fait, tu prends le pouls des attentes, des besoins, des budgets, des spécificités. Tout ça a créé une base de données d'informations qui permet en fait de lancer le chantier. Mais ça prend du temps en fait de lancer et de digitaliser, passer d'une agence en présentiel où on fait tout à la mano à une app, comme tu nous l'as démontré tout à l'heure, totalement intuitive, ergonomique, assez simple pour que moi je puisse l'utiliser et mes équipes. Mais comment on fait ce pivot-là Ça ne se fait pas en un jour en fait. Et non, il faut de l'argent peut-être même. Alors, au début, ça prend de l'argent. En fait, au début, ce qu'on a fait, c'est pendant 2020, on avait déjà un changement, en plus du choc, on a dû changer nos mindsets. On était mindset service, on est passé mindset logiciel, et on a passé beaucoup de temps à construire la solution. On la lance en 2021. Janvier 2021, et en fait, la chance qu'on avait, c'est que le premier client de la solution, c'était qui ? C'était nos anciens clients de l'agence. On les avait bien montés, on leur disait, maintenant, tu n'as plus besoin de payer 1 500 € par mois, pour la partie agence, tu peux passer à 150 €, tu as la solution, tu as la même expertise, tu continues à faire toi. Donc, on a eu nos peut-être 15 premiers clients de logiciels qui étaient des anciens clients de l'agence. On les a recyclés, et même pour eux, une baisse de budget, et finalement, tout le monde y gagne. Exactement. Et les clients qui faisaient la formation, et comme ça, on commence à signer pas mal de clients. Et au bout de 6 mois, on atteint le symbolique, on parle d'ARR dans le monde du logiciel, et l'ARR, c'est Annual Recurring Revenue. C'est en gros le montant des abonnements x 12. C'est-à-dire que si tu as un abonnement à 8, tu dis, mon chiffre d'affaires, c'est 1 000 € d'abonnement mensuel, ton ARR, c'est 12 000. On passe la barre symbolique des 200 000 € d'ARR, juin 2021. Après 6 mois de lancement du produit. Encore une fois, on avait un petit peu d'avance parce qu'on avait nos clients de l'agence, etc. Mais quand même, c'était une très bonne perf. C'est des voyants qui sont verts, qui renseignent sur l'attente et une adéquation besoin et offre de service. Exactement. Et donc là, on se dit, OK, maintenant, on a quelque chose qui commence à tenir, ça marche, on a une traction, on veut aller plus vite. Pardon, j'arrête pas de taper sur la table. Qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, il fallait de l'argent.
Soit on faisait une grosse agence qui pourrait dégager encore plus de bénéfices pour financer la solution. Aucun de nous voulait faire une très grosse agence. Soit fallait lever de l'argent. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti voir des clients restaurateurs qui nous avaient aidés à construire la solution, plus des entrepreneurs de la food et ou de la tech. Et on a levé comme ça à peu près 1 million d'euros pour pouvoir investir dans la tech. Quand tu dis on a levé 1 million d'euros, tu les as trouvés où ? Je les ai trouvés, j'ai des clients. Ok. J'ai pas mal de clients qui ont mis un billet parce qu'ils croyaient au projet et ils avaient bossé avec nous dessus. Ouais. J'ai des gens de l'écosystème food, donc des dirigeants de Lightspeed, la caisse, de SumUp, de La Fourchette, enfin pas mal d'acteurs de la food qui connaissaient Malou. Et ensuite, j'ai mon frère qui... C'est qui du 100 000 euros, 150 000 euros C'est entre, les tickets, c'était entre 20 et 200. Bravo. Ouais. Alors, en fait, tu as mobilisé l'écosystème pour lequel en fait, tu baignais dedans pour leur dire, les amis, on a une transition de modèle, les KPI sont ouverts, est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure ? Exactement. Okay. Et la manière dont on a fait ça, c'est qu'on est parti chercher ce qu'on appelle de la smart money. Ça veut dire quoi ? C'est pas de l'argent pour de l'argent, c'est de l'argent avec de l'expertise. Et donc, on avait listé les domaines d'expertise où on avait besoin d'aide. On avait besoin d'aide pour construire un produit qui scale. C'est une expertise à part. On avait besoin d'aide pour réussir à scaler des ventes. Je fais plein d'anglicismes, désolé. Mais pour passer à l'échelle les ventes. On avait besoin d'aide pour comprendre le marché de la restauration. On avait besoin d'aide pour le jour où on allait se lancer international, comprendre comment ça fonctionne. En gros, j'ai besoin de ton expertise, mais mets quand même un billet. Ouais, c'est ça. C'est toi qui les cibles, cet écosystème ? Ouais, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis toujours passée par réseau. Et du coup, j'ai jamais, moi, envoyé de mail pour dire coucou, est-ce que tu veux investir chez moi ? Je trouvais toujours quelqu'un qui pouvait m'introduire et c'était plus facile après à convertir. Et après, c'est un déjeuner, malheureusement pour la personne, c'est ça ? J'en ai fait un, mais c'était le plus gros, c'était 200 000 euros, c'était un déjeuner. Sinon, si c'est. Frère, t'as vu, c'est 50 000, frère, juste un café, c'est pas la peine. Mais c'est 200 000, on peut faire un déjeuner. Vas-y, ok. Et donc, ça sur une temporalité, parce qu'il faut financer, donc tu as besoin de le faire en un mois. Non, c'est vrai. En un mois. Ouais. En un mois, c'était 1 million. Ouais. Ok. Et donc, je pars en vacances, je suis contente, je suis soulagée, on a du cash. Je prends le magot et on y va. Et on prend et du coup, on se met à recruter plus de personnes. On seniorise un peu la boîte. Ok. On prend des bureaux un peu bien. Les bureaux, j'ai pas raconté, mais les premiers bureaux de Malou, c'était un petit appart à Charenton-le-Pont, pas très très loin, qui appartenait à ma mère. C'était 40 mètres carrés. On est rentré à 15 dedans. Enfin, c'était un peu limite. On n'avait plus de salle de réunion. On faisait des réunions dans la salle de bain, sur le balcon. Enfin, vraiment, on avait besoin d'avoir un cadre un peu plus professionnel. Pour, ça faisait esprit start-up quand même. Ah ouais, mais pas start-up sentier. C'est start-up, un appartement résidentiel, 7e étage. Le voisin qui est là, il voit tout le monde défiler. Mais oui, et en plus, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce que je faisais avant Covid, comme on n'avait plus de place, j'avais besoin. C'est vraiment, j'ai un peu honte de raconter ça, mais je vais quand même le raconter, c'est une anecdote sympa. Le bureau était trop petit par rapport à combien de personnes on était. Et du coup, ce que je faisais, moi, c'est que je prenais la petite table du balcon, je la mettais dans le hall de l'immeuble, je fermais la porte de l'appart. Enfin, on l'appelle l'appart. Je mettais ma table dans le hall, je mettais une chaise. Ouais, c'était le secrétariat. Non, mais pire que ça, en fait. Il y avait l'ascenseur en face de moi, littéralement. Bonjour, vous êtes la voisine. Ok, par contre, vous patientez un petit peu, ça va le faire. Mais pas loin. Et en fait, ce que je faisais, comme c'est des lumières automatiques, ça s'éteint au bout de, je sais pas, 3 minutes, 2 minutes. Je mettais du scotch marron pour laisser l'interrupteur appuyé et pour être sûr de pouvoir faire tous mes rendez-vous d'une traite dans le hall. L'esprit de l'entrepreneur qui optimise tout. Mais tout. Et qui va même à la conquête de la Mais des espaces qui ne nous appartiennent pas, en fait. Et ça, avant Covid, ça passait, parce que les gens, ils travaillaient. Après Covid, les gens, ils faisaient du télétravail. Donc, ils me disaient, mais qu'est-ce que vous faites, là, mademoiselle rentrez chez vous, en fait. Et du coup, post-levée de fonds, on a des budgets pour pouvoir prendre des bureaux décents, recruter de nouvelles personnes, investir dans la tech, et passer à l'échelle de la partie produit. Et réduire aussi la voilure sur l'agence, parce qu'on était quand même dépendant à continuer à faire beaucoup de services pour pouvoir assurer le développement. T'as vu ce que tu me racontes là ? Ouais. Positif. Ouais. Mais entre nous, on sait très bien que ça ne se passe pas que comme ça. Il y a des moments de doute, il y a des moments de questionnement, il y a des moments où tu as envie de tout lâcher. Ça t'est déjà arrivé, je suppose ? Des doutes, c'est sûr. Parce que personne n'a pas de doute, ça n'existe pas. Et après, je pense que je suis assez optimiste dans la manière dont j'ai été éduquée. Et mon père, je me souviens, un jour pendant la levée de fonds, c'était difficile. La deuxième, on en parlera après. Je lui dis, papa, je suis fatiguée. Il me dit, non, c'est un jeu, ma fille. Joue. T'arrêtes pas. Si t'arrêtes de jouer, tu vas perdre. Joue. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été élevée.
Et du coup, D'accord. même quand je suis down, parce que je suis, ça se sent, je suis un peu une pile. Je Ouais. monte, je descends, mais je descends souvent, peut-être 3-4 fois dans la journée, parfois plus. Sauf que rapidement, je remonte après. Ok. Et donc, tout ça, en fait, fait que cette énergie, cet engouement, on passe de cet appartement, finalement, on a les moyens, première levée de fonds, on prend des locaux qui font office, finalement, de QG de Malou. Ouais. Et c'est là que Malou commence à prendre une autre dimension. Ouais, c'est la première étape on structure, on devient une boîte tech. Ok. Et même dans les profils qu'on recrute, c'est plus des profils tech, start-up que agence, service, comme on avait par le passé. Ok. Et donc là, on déroule. Donc 2021, à fond sur le produit Malou, la solution Malou. 2021, on se rend compte que le full logiciel, c'est pas adapté complètement au marché. Que tu as D'accord. besoin d'une couche de service pour avoir une vraie adhésion. Ok. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lance une autre offre qui s'appelle Copilote, sur laquelle les restos ont accès à la solution Malou. Ils ont une formation, sauf qu'ils vont avoir un account manager qui va être responsable pour eux de piloter le logiciel. Ok. Et comme on pilote le logiciel et on a bien structuré, on est assez compétitif. On était à entre 500 et 600 euros par mois sur la partie copilote. Ok. Il y avait du shooting, il y avait des posts, c'était bien structuré. Et donc, on fait ça tout 2022, donc 2021 full app, 2022 copilote. Et on commence à avoir des bons voyants au vert en 2022 et on se dit, c'est peut-être le moment d'accélérer. Donc moi, je vais marier en décembre, je prends des vraies vacances et je reviens en janvier-février, on lance la levée de fonds. La deuxième. Deuxième levée de fonds. Ok. Qui, elle, doit servir à passer à l'échelle. Ok. Vraiment passer à un autre niveau de business. Et en gros, on avait besoin de 3 choses pour la levée de fonds. Oui. C'était accélérer sur le produit, rajouter des blocs de features, vraiment enrichir le produit. 2, la partie commerciale France. Et 3, la partie commerciale internationale. C'est pour ces 3 raisons qu'on a levé des fonds. Oui, il y a des ambitions à l'international. Déjà, ouais. Okay. Pourquoi ? Parce que très tôt, en fait, la manière dont le marketing digital fonctionne, c'est la même. Enfin, ce sont les mêmes algos, les mêmes moteurs, selon que ton resto soit à Madrid, Dubaï, Milan ou New York. C'est la Et même toi, chose. tu te dis, en fait, il y a un besoin que j'ai compris post-Covid, une maturité du restaurateur et du client sur ces sujets-là. S'il y a ce besoin-là à Paris, s'il y a ce besoin en France, c'est qu'il y a peut-être d'autres territoires où cette niche-là, je peux en faire quelque chose. Exactement. Et surtout qu'on avait déjà des clients, sans faire aucun effort commercial, on avait déjà des clients internationaux. Parce que on signait le siège qui était à Paris, mais qui avait 2 restos à Dubaï, 2 à Londres et 1 à Madrid. Et donc, ils prenaient Malou pour tout. On avait des Français, on continuait à faire beaucoup d'articles de blog, donc on avait un très bon référencement. On avait des Français qui avaient des restos... Tu l'as jamais lâché, ce blog ? Ah non, il continue encore, il est dynamique, on avait des Français qui cherchaient des solutions de marketing digital en français dans différents pays, qui nous trouvaient, ils nous contactaient, on les signait. Donc on avait déjà des clients internationaux. Et ce qu'on avait fait, donc le fait d'avoir des clients à l'international très tôt, ça prouve que le produit il fonctionne. Ça prouve pas qu'on est capable d'aller vendre à l'international. C'est pas la même chose. Et du coup, ce qu'on a fait avant la levée de fonds, on s'est dit on va prendre une ville qui est hors de France, sur laquelle on va prouver qu'on est capable à partir de zéro de construire une machine d'acquisition. On n'avait pas beaucoup d'argent quand même à l'époque, donc on a pris Bruxelles. Ça coûte pas très cher. J'avais un commercial qui était à Lille, il y allait toutes les semaines. Et voilà. Et en fait, on avait fait un playbook sales marketing pour Bruxelles. Et je me souviens plus exactement des chiffres, ça remonte, mais en 4 mois, on avait signé peut-être 200 000 euros, quelque chose comme ça. Ah oui. C'est peut-être pas les chiffres exacts, mais c'est cet ordre de grandeur. Et donc là, on se dit, OK, on tient notre preuve. Et là, on leur dit, voilà, pour Bruxelles, aux investisseurs, pour Bruxelles, on a mis... je crois qu'on a mis 50 000, on a ramené 200 000. Je montre que sur un petit périmètre, je suis capable de délivrer. Maintenant, si vous me rajoutez plus d'argent, je vais délivrer à l'échelle. Ok. Et donc, sur un mois, tu lèves combien ? Je lève en tout 9. 9 millions d'euros. Ouais. Et il y a un déjeuner ou... Non. Attends, je réfléchis. Est-ce que j'ai déj avec l'un d'entre eux ? Non, pas de déj. T'es dur. Ok, on continue. Donc, fort de cette deuxième levée de fonds, là, tu as vraiment les moyens d'aller au bout de l'ambition internationale, acteur en France, et avec peut-être la transition de copilote vers une solution plus intuitive, plus... Alors, copilote, ça, on le maintient, on l'a encore. Et on a des groupes qui veulent du copilote. Tu vois, le groupe Accor, par exemple, ou le groupe Delarte, ils prennent du copilote pour leur franchisé. Donc, en fait, copilote, on le maintient. Mais combien de salariés, là, à 9 On est 60 à peu près. Ok. Mais toi, qui te préparait à gérer 60 collaborateurs ? J'ai appris sur le tas. Ok. Ouais. Donc, après, je les gère pas moi en direct, j'ai des managers. Excuse-moi, mais tu es quand même à la tête de toute cette histoire. Ouais. Est-ce que tu étais prête à cette croissance ou pas ? J'aurais aimé qu'on fasse plus vite, pour être honnête. Ok, donc hyperactif. Je te dis... Non, mais c'est vrai, j'aurais aimé qu'on fasse plus vite. En fait, on va pas assez vite, quoi. Ouais.
Ok. C'est quoi l'ambition et en gros, moi, j'aime pas trop. En fait, je trouve que c'est vraiment dans le monde tech, le nombre d'employés, c'est une égométrique. J'ai 50, 100, 200, 300 employés. C'est combien chaque employé est super efficace. Et donc, moi, 60, c'est très bien, je suis contente. Et j'aimerais en fait, en gros, peut-être pour t'expliquer ce qu'on a fait avec l'argent de la levée de fonds, on a investi à fond sur la tech. Donc là, on a une quinzaine d'ingénieurs qui bossent sur le produit, qui sont hyper forts. Donc on a pris une avance quand même assez forte sur le produit. On a continué à déployer en France et en Europe. Et surtout, on a lancé les US. Avec mon frère qui m'a rejointe il y a 1 an et demi maintenant. Ouais. Il y a quand même une histoire d'ingrédient familial. Le papa, entrepreneur, maman entrepreneur, le frère qui rejoint l'aventure. Ouais, complètement. Et mon mari qui est entrepreneur aussi, mon meilleur pote avec qui je bosse, enfin la totale. Et du coup, Riyad me rejoint. Riyad, il habite à New York, c'est mon frère, il habite à New York depuis 7 ans. Il faisait de l'investissement en tech, il m'a aidé pas mal pour ma première levée de fonds d'ailleurs. Et il commençait à avoir fait le tour. Et puis je lui ai dit, écoute, moi, il faut que je lance les US, est-ce que tu veux pas faire avec moi? Il n'avait jamais fait de sales, jamais de marketing. Les restos, il y allait en tant que client, mais il ne connaissait pas plus que ça. Donc, je l'ai formé. Il a déroulé. Et là, il bosse, il a fait de bons chiffres. Et en fait, il déploie le marché US. Bravo. Ouais. Depuis quand, ça? Depuis 2023. Il a commencé, Riri, ça fait 1 an et demi. Ouais, 2024. Ouais, 2024. Ok. Et donc... Développement international. Petit test, en fait, en Belgique. Exactement. Sur Bruxelles. Les KPI sont bons, levée de fonds, 9 millions d'euros, finance finalement, renforcement du pôle tech chez toi. Exactement. Pour aller peut-être adapter à l'IA. Tu nous expliqueras un petit peu ces sujets-là. Et la croissance aussi passe par des territoires, les US, Riyad qui intègre l'aventure Malou, mais lui, il a un potentiel de ouf en termes de restauration sur ce territoire-là, sur cette niche. Mais là, on recrute 2 commerciaux US. Je crois même qu'il faut quitter Paris, il faut rejoindre Riyad. Peut-être. Le marché, en fait, on a fait un salon aux US. Mais comment, en fait, une tech française vient rentrer dans un marché où, excuse-moi, mais le cœur de la tech, c'est pas Paris, quoi. Non, c'est pas Paris. Et comment on y arrive à s'imposer sur ce marché-là? Alors, on ne s'est pas encore imposé. On va être très honnête et humble. On est encore au début. En gros, on a fait beaucoup d'outbound. Et en fait, comme on avait quelques clients US, Riyad, au début, premier client, c'est toujours du réseau. Donc, il est très apprécié, il joue au foot avec plein de gens. Enfin bref, il a un très bon networking. Et comme ça, il a réussi à avoir des rendez-vous. Il a convaincu sur le produit. Et là, les gens qu'il a signés recommandent à leurs potes restaurateurs. Ouvrent des établissements. De capillarité, on y va, on prend les premiers. Et on a de très belles références. Tu vois, un des grands chefs français à New York, c'est Daniel Boulu. Ils ont commencé, ils ont mis, je pense, 4 ou 5 restos en test. Directrice marketing a été convaincue, elle a débranché son solution, elle a mis tout sur Malou. Et on en a plusieurs des comme ça qui prouvent que le produit est de bonne qualité. Et on a fait, et du coup c'était que de la reco au début, de la chasse sur LinkedIn, beaucoup de LinkedIn, etc. Et on a fait notre premier salon aux US à Chicago en mai cette année. Et là, premier jour, ma head of sales, premier jour sur le salon, elle signe un deal à $35 000. On avait remboursé le salon, premier jour. Et là je me dis, mais c'est quoi mais c'est vraiment la Ligue des Champions. En France, mais $35 000, mais il faut 4 mois pour les signer peut-être. 5 mois, je sais pas, ça prend du temps. Et là c'était quand même 1 heure. 1 heure, premier jour. Et on s'est dit, peut-être il a signé, il sait pas ce qu'il signe. Donc on était comme ça sur l'onboarding. Oui, c'était pour vérifier. Vous savez sur quoi vous en êtes? Oui, une solution e-réputation pour les restaurateurs, etc. Et là, ils sont onboardés, sa responsable marketing, elle adore, elle est en train de prendre d'autres fonctionnalités en option, etc. Et là, je me suis dit, le marché américain, c'est un autre... Le cycle de vente n'est pas le même. Et quand ils comprennent... Alors, je pense que c'était exceptionnel de faire un one-shot sur un deal de ce montant-là. Mais quand on compare les deals US, les Américains, dès qu'ils leur prouvent le ROI, ils foncent, ils testent. En France, la logique de ROI, elle est plus difficile à montrer. On est plus dans la culture dont on va comparer. Mais attends, et ton concurrent, est-ce qu'il va me faire 2 € moins cher? Non, 3 € moins cher. Toi, comment tu fais? C'est plus long. Et du coup, les cycles sont plus courts aux US. Et aux US, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé nos prix. Parce que tout est beaucoup plus cher là-bas, donc on a des très bonnes marges aussi là-bas. Et fort de tout ça, c'est quoi la roadmap que tu as vendue à ces grands investisseurs qui t'ont accompagné? C'est quoi les ambitions de Malou maintenant pour les prochaines années? On a fait un pivot stratégique il y a un peu moins d'1 an, où on a fait un focus plus sur les groupes que sur les indépendants. Indépendants, nous, groupes, ça part 2 établissements, on estime que tu es un groupe. De 2 à 14, c'était un petit moyen groupe, et 15 et plus, c'était un gros groupe. Donc on a fait un pivot. Pour plein de raisons, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas sur les indépendants, que c'est parfois aussi long à signer que des groupes. Enfin, pour plein de raisons économiques, on s'est dit, en fait, pour aller
aussi vite et là où on veut aller, on sera meilleur si on focus sur les groupes. C'est-à-dire que le produit aussi, on le développe en fonction des demandes des groupes, etc. Et les indépendants qui ont des mentalités de groupe, finalement, ils sont tellement successful qu'ils deviennent des groupes. Marvelly, on en parlait tout à l'heure, sur un indépendant, mais c'est des groupes. C'est un mindset de groupe. Et du coup, là, la priorité pour nous, c'est de réussir le pivot sur les groupes. Donc, aller vraiment chercher de la croissance sur les groupes. Et là, le mois dernier, en juin, on a fait 80% de nouveaux business sur des groupes et 20% de l'indépendant. Donc, on est en train, là, l'objectif, c'est de prouver que le pivot stratégique sur les groupes, il fonctionne. Et le deuxième objectif, c'est de craquer les US. Donc, d'accélérer. Là, on rajoute 2 commerces sur place. On a un programme, on fait un salon tous les 2 mois en 2025 là-bas. Enfin, on accélère vraiment sur le marché américain. Combien de clients, en fait, ton portefeuille aujourd'hui ? On a 2000-2005. Ok. Et l'ambition, c'est ? Il y a 600 000 restos aux US, il y en a 160 000 en France. Si on enlève les groupes, on peut prendre juste 30%. Je ne mets pas de limite à 10 000 restos, c'est bien, à 20 000 restos, c'est bien. Tant que ça marche, on déroule. Donc la volonté, continuer à faire le travail de croissance que tu as déjà mis en place, être à l'écoute du marché, pivoter aux besoins, s'adapter en fait aux attentes, digitaliser, offrir une solution de plus en plus avec de la valeur. Tu continues à accompagner en même temps les clients sur l'utilisation des outils comme Copilot où là, non, c'est bon, ils sont en totale autonomie, ils peuvent déployer, l'ergonomie de l'appli est tellement intuitive qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés. C'est quoi aujourd'hui ? On a les deux, je pense qu'on a 80% de nos clients qui sont sur l'app et 20% sur Copilot. On a de la demande sur Copilot. Copilot, c'est une offre qui crée beaucoup de valeur aussi. Et même les Américains, ils préfèrent payer pour le service. Même si la solution, elle est magnifique, elle roule quasiment toute seule, ils préfèrent payer un billet en plus pour que ce soit géré. Donc Copilot, ça se maintient. Et ça sert autant les indépendants, les petits groupes que les gros groupes. Top. Écoute, on en arrive à l'addition. Maintenant, il faut payer. Et comment on paye chez nous ? On paye en forme de conseils, de bonnes pratiques, de feedback. Toi qui es passé d'une agence à une app, une solution digitale, en passant par des levées de fonds, des investisseurs à convaincre, des restaurateurs, des nouveaux marchés. Fort de toute cette expérience, c'est quoi les recommandations, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat et qui plus est dans la restauration ? Du coup, pour un restaurateur, peut-être la première chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es restaurateur, tu as 3 manières d'acquérir des clients. C'est le nerf de la guerre. Le premier, c'est le passage, les gens qui passent dans ton resto qui vont pousser la porte. Le deuxième, c'est le référencement local, les gens qui recherchent par besoin. Je recherche un restaurant avec terrasse dans tel quartier ou un sandwich ou un burger. Donc, c'est le référencement local qui est important. Et le troisième, c'est la notoriété. J'ai une marque tellement forte que les gens veulent venir chez moi, McDo, whoever. Et en fait, ces 3 manières-là d'acquérir des clients, elles ont en commun le digital. Première, c'est si tu payes un loyer numéro 1, tu as du passage. En fait, là, on se rend compte que les gens, avant de pousser la porte du resto, ils vont regarder les avis. Donc, il faut avoir une bonne e-réputation. Vraiment, aujourd'hui, c'est... personne ne peut faire sans les avis. C'est plus possible. Okay. Et donc, bonne e-réputation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire générer des avis en quantité. C'est-à-dire que même si tu as vu, j'ai ta pub sur Insta, je vais aller quand même regarder en fait ta fiche Google. Pour savoir tes horaires, et tu vas voir tes avis. Les photos, tu les auras vues sur Insta, mais les avis, tu vas les voir. Et ça, c'est indispensable. Okay. Donc, bonne e-réputation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir beaucoup d'avis et beaucoup de très bons avis. Tu regarderas Marvelly, on a vu tout à l'heure 7000 avis, 4,8, 4,9, c'est exceptionnel. Donc, eux, tous ceux qui les voient, en fait, ils les convertissent parce qu'ils voient que c'est génial. Donc, en termes de KPI, c'est en dessous de 1000 avis, c'est nul. On recommande de viser 1000 avis aujourd'hui. 1000 avis et 4,5, parce que maintenant, sur Google, tu peux même filtrer 4,5. Toi, tu dis, on est en dessous de ce que est une bonne e-réputation ou on est au-dessus. Exactement. Ok, volumétrie, plus de 1000, qualité, plus de 4,5. Exactement. Okay. Donc, tu as un emplacement numéro 1, il faut que tu aies une très bonne e-réputation pour convertir. Tu veux toucher les gens qui recherchent par besoin, il faut que tu aies un bon référencement local et une bonne e-réputation. Un bon référencement local, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'il faut que les gens qui recherchent avec des mots-clés auxquels toi tu réponds puissent te trouver en haut de ta fiche, en haut de leur écran. Pour ça, il faut plusieurs choses. Brunch, africain, exactement. Pizza. Ok. Exactement. Okay. Et pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut peut-être premier conseil pour les restos. Premier conseil, faites en sorte de recevoir des avis positifs de vos clients. Il faut que tu les stimules, c'est-à-dire qu'il faut que tu invites les gens. Il y a des méthodes, des NFC, des QR codes, tu as plein de méthodes, mais solliciter les avis clients. Okay. Important d'y répondre, parce que ça va jouer. En fait, si tu prends une fiche Google, tu fais la somme des avis, et que tu divises par le nombre d'avis, tu ne vas pas trouver la même moyenne. Parce qu'en fait, devant chaque avis, tu as une pondération. Okay. Un avis qui a 2 jours, il est plus lourd qu'un avis qui a 3 ans. Okay. Proche de la réalité. Un avis de quelqu'un qui a un local guide, comme un influenceur Google, il va être plus lourd. Un avis négatif qui a obtenu une réponse, il va être plus léger. Tu peux jouer sur les paramètres comme ça. Donc, collecter plein d'avis clients, répondre aux avis clients,
Troisième sujet, pour avoir un bon référencement local, la base, c'est d'être sûr d'avoir des informations cohérentes en ligne partout où vous existez. Et même partout. Partout. Google, TripAdvisor, Apple le temps que tu prends pour déployer le même copier-coller partout. Ouais. Nous, c'est une demi-seconde, mais si tu le fais à la mano, c'est peut-être plusieurs heures de travail. Et ça, c'est indispensable. Et pourquoi ? Parce que Google, peut-être, oui, TripAdvisor, c'est moins sexy qu'avant, ou il y a plein d'annuaires où on se dit, c'est fini. Mais en fait, Google est connecté à tous ces annuaires. Et donc, si tu n'as pas les mêmes horaires, ne serait-ce que 10 minutes d'écart, ça va te pénaliser. Donc, veillez à avoir des informations cohérentes en ligne partout. Quatrième, pour la partie référencement, identifier les mots-clés qui vont être stratégiques pour vous. Max 10 mots-clés, ça suffit à travailler. Et travailler du contenu avec ces mots-clés. Faire des posts Google, renommer les photos avec des mots-clés, insérer un peu de mots-clés dans les réponses aux avis, etc. Et cinquième conseil, pour devenir un lieu c'était la troisième manière de la notoriété. Pour ça, il faut investir dans du contenu de qualité. Les shootings photos, vidéos, il faut vraiment investir pour avoir quelque chose de qualitatif et bien le diffuser sur les réseaux sociaux. C'est ce qui va participer à la notoriété. Mais l'un sans l'autre, tu vois, entre le flux, le référencement et la notoriété, en fait, les trois, ils sont reliés par la e-réputation et les trois, ils se nourrissent. Une petite question. Hier, c'était une conf sur l'IA. Ouais. Où on en voit de plus en plus que les moteurs de recherche tels que Google sont utilisés et forcément, ça devient une porte d'entrée. Mais de plus en plus, on va questionner ChatGPT, par exemple, ou Mistral, ou d'autres, sur tel resto, tel avis, et lui, il va se forger. Mais est-ce ça existe de faire du SEO sur du ChatGPT ? Ah ouais, on le fait. Ah bah alors vas-y. Comment ça fonctionne ? En gros, il y a 4 principaux conseils pour avoir des chances d'avoir son établissement qui rank bien sur un moteur de recherche IA. Premier conseil, exister dans le maximum de plateformes avec les bonnes informations. Ce qu'on appelle le presence management chez Malou. Ça, c'est important parce qu'en fait, ChatGPT, d'ailleurs... doucement, tu vas trop vite. Pardon, je vais trop vite. Ça, c'est important d'exister sur plein de plateformes. Et d'ailleurs, on le voit quand on pose une question à ChatGPT, il va sortir TripAdvisor, Mapster, il sort ses sources et c'est des petits annuaires comme ça. Donc, bien exister sur un paquet de plateformes. Nous, chez Malou, on est connecté à 50 et on crée automatiquement des fiches sur 40. Deuxième conseil, qui pèse dans la balance pour les moteurs de recherche IA, générer beaucoup d'avis, et des avis positifs, et y répondre. Il y a un gros volet e-réputation. Troisième conseil, avoir des pages web de sites qui sont optimisées. Donc là, je ne parle plus de la fiche Google, je parle du site web. Ça, chez nous, ça s'appelle le Store Locator. C'est-à-dire qu'il faut que sur le site web d'un groupe de restos... Store Locator, c'est un petit budget quand même, donc on recommande de le faire à partir de au moins 10 établissements, mais on a des entrepreneurs ambitieux qui, à partir de 5, nous demandent le Store Locator. Notre histoire, notre philosophie, notre carte, nos restos, nos points de vente. Et c'est nos restos, c'est ça. C'est la page nos restaurants. En fait, dedans, il faut qu'il y ait des pages locales, et donc ça veut dire qu'il y a des tags que tu mets pour que les moteurs comprennent qu'on fait référence à un établissement. Et ça, il y a des méthodes. Et nous, pourquoi le Store Locator, il est génial chez Malou ? Parce qu'en fait, quand tu mets à jour tes horaires sur la Malou App, tu envoies sur le Store Locator. C'est dynamique. Tu fais en sorte aussi que tes avis 5 étoiles qui ont plus que 42 caractères, ils sont mis en haut. Ils sont mis en haut et ça tourne. Du coup, c'est dynamique. Et les moteurs IA, ils adorent quand c'est dynamique parce que ça prouve que c'est véridique. Et le quatrième élément, c'est avoir beaucoup de sites qui ont une forte autorité qui renvoient vers ton établissement. Ça, c'est la partie RP qui le permet beaucoup. On revient quand même sur les fondamentaux du SEO, qui sont les fondements en fait, de la visibilité, que ce soit sur les différents moteurs de recherche. En gros, l'IA, il ne va pas casser tout le travail que l'on a fait, il va juste peut-être aller accentuer la prédominance de certains critères qu'il va mettre en avant. Exactement, parce que c'est des critères de bon sens. En fait, ChatGPT ou Perplexity va chercher à te recommander les meilleurs résultats pour toi, comme Google essayait de le faire. Donc il y a des choses qui sont quand même en commun pour délivrer la meilleure réponse aux requêtes. Cette e-réputation, on voit parfois qu'elle peut être perturbée, je crois que c'est le mot de la fin, je voudrais ton avis dessus, par parfois les influenceurs qui viennent peut-être créer un autre écosystème, un autre engouement, parfois boosté, parfois même perturbé. Tu les mets en opposition, tu les mets en complémentarité, comment ça se... Complètement, c'est complémentaire, les influenceurs. C'est très bien pour faire le buzz et ramener un gros pic d'activité au départ, et sauf qu'en fait, ensuite, pour être dans la durée, il faut travailler le référencement. Et d'ailleurs, un influenceur, il va être moins enclin à aller dans un restaurant s'il voit qu'il a 3,9, il ne va pas mettre à risque sa communauté et partager du contenu dessus. Donc super complémentaire. Super. Un mot de la fin, Louisa ? Un mot de la fin. J'espère que ça a intéressé les gens et que les conseils que j'ai partagés vont être utiles. Le blog Malou, dont on a beaucoup parlé, il existe toujours. Et on partage beaucoup de contenu dessus, beaucoup de conseils complètement gratuits. Donc c'est malou.io. Et ensuite, il faut cliquer sur ressources et blog. Donc il y a beaucoup de conseils. Et il y a aussi ce que je te montrais tout à l'heure, un outil de diagnostic qui est gratuit aussi, sur lequel on peut mettre son ou ses établissements. Et on va avoir un outil qui va passer en diagnostic sur une 50aine de plateformes qui va tout lister, donner un score sur 100 et donner des conseils sur comment on améliore ce score.
Écoute, Lisa, merci à toi d'avoir partagé au sein du podcast À table ton parcours, le lancement de cette application Malou. Et franchement, on te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Peut-être une 3e levée de fonds pour aller encore conquérir les States. Et on te retrouve bien sûr aussi chez My Career Academy pour le concours à franchise où tu as le plaisir d'avoir intégré avec nous. Et on te remercie. Toute la partie expertise pour accompagner ces restaurateurs, ces futures pépites de la franchise dans leur développement sur le sujet du digital. Donc, on te retrouve bientôt. Merci à toi et très bonne journée à vous. Bye bye. À bientôt.